Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nomenclature. Le terme euthanasie est souvent utilisé sans que soient précisées les pratiques qu'il recouvre. Cette imprécision, voire ce flou, ajoute à la confusion du débat, notamment dans le champ médiatique. Avant de débuter ce travail, il est nécessaire de s'accorder sur une nomenclature. Si l'on se réfère aux textes législatifs réglementaires et aux recommandations des sociétés savantes, il faut clairement distinguer 3 types de pratiques selon leurs objectifs et leurs conditions de réalisation. L'intensification des traitements antalgiques ou sédatifs. La non-introduction, la limitation et l'arrêt des traitements. L'euthanasie. 1. L'intensification des traitements antalgiques ou sédatifs. Parfois, pour soulager des patients, les médecins peuvent être amenés à utiliser des médicaments en prenant potentiellement un risque d'accélérer la venue de la mort. À titre d'exemple, nous pouvons citer le cas des personnes éprouvant des difficultés respiratoires imputables à un cancer du poumon. L'oxygénothérapie, les traitements spécifiques ou symptomatiques parviennent dans un premier temps à améliorer le confort du patient. Mais ces thérapeutiques peuvent n'être plus suffisamment efficaces lorsque la maladie continue d'évoluer. La personne étouffe. Dans ces situations, après information du patient lorsque cela est possible, les médecins ont la possibilité de l'endormir afin de la soulager. Cette pratique de soin est dénommée sédation. Les médicaments utilisés appartiennent le plus souvent à la classe médicamenteuse des benzodiazépines. Cette famille regroupe des médicaments très fréquemment prescrits en médecine pour leurs effets anxiolytiques et hypnotiques. Après l'endormissement du patient, l'évolution clinique est variable. Parfois la sédation induite permet de passer un cap. Lorsque le médicament ne fait plus effet, la personne malade se réveille en étant plus ou pas trop gênée pour respirer. Sa vie se poursuit avec un confort satisfaisant. Au fil du temps, il est possible qu'elle ressente une nouvelle difficulté respiratoire, conduisant les soignants à l'endormir de nouveau artificiellement. Dans d'autres cas, l'atteinte respiratoire est trop importante. Dès que la personne se réveille, elle ressent une gêne respiratoire majeure. Il est alors nécessaire de l'endormir à nouveau et de poursuivre la sédation jusqu'à la venue naturelle de la mort. La personne décède en étant artificiellement endormie. Bien que les médicaments utilisés ne soient pas particulièrement dangereux, il est possible que dans ces situations extrêmes, leur utilisation précipite la venue de la mort. Ce point est discuté. En effet, il n'existe pas de consensus médical sur l'évaluation de ce risque. Certaines études le récusent. Si le médicament est correctement utilisé, il n'y a pas d'influence sur la venue de la mort. D'autres études font état d'un possible risque, même en cas de bonne pratique professionnelle. Nous n'entrerons pas dans ce débat technique et complexe. Ce n'est pas le thème de notre travail. Quoi qu'il en soit, si un risque existe, il est minime. Il est accepté par la loi, notamment celle du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie, dite loi Leonetti. Au total, dans les situations d'intensification de traitements antalgiques ou sédatifs afin de soulager un patient d'une souffrance, l'intention du médecin n'est pas de mettre un terme à la vie du patient. Si la mort survient, elle est le plus souvent, voire toujours, liée à l'évolution naturelle de la maladie. 2. La non-introduction, la limitation et l'arrêt des traitements. Le deuxième type de décision concerne les non-introductions, les limitations et les arrêts de traitement. Du fait des progrès technoscientifiques et de l'organisation du système de soins, les médecins disposent d'un gigantesque arsenal thérapeutique qui leur permet de prolonger plus ou moins l'existence des patients. Ce peut être des techniques assez contraignantes telles les ventilations artificielles, les nutritions artificielles, les dialyses rénales. Ce peut être des techniques moins envahissantes comme des perfusions, des transfusions, des antibiotiques ou d'autres médicaments administrés par voie intraveineuse ou orale. L'usage de ces diverses possibilités thérapeutiques est le plus souvent tout à fait pertinent. Cela répond à la demande du patient. Les traitements sont bien supportés. La qualité de vie au décours de la complication est suffisamment bonne. La vie a du sens pour la personne traitée. Mais dans d'autres situations,
notamment lorsque les patients sont atteints de maladies chroniques, il existe une incertitude sur le bien-fondé de l'usage de certains traitements. Est-il juste de chercher à prolonger la vie de cette personne? Parfois, la discussion est purement technique. Les critères peuvent être l'état général du patient, l'évolution générale de la maladie, la survenue successive de nombreuses complications, des marqueurs biologiques ou iconographiques. Dans d'autres cas, les traitements en eux-mêmes sont source d'effets secondaires, d'inconfort, de souffrance. Il ne semble pas souhaitable d'imposer cette contrainte aux patients. Il se peut aussi que le confort du patient après l'éventuel traitement soit très incertain. Mais l'interrogation peut émaner directement du patient. Il manifeste sa lassitude de vivre ou son souhait de ne pas subir des traitements contraignants. Son entourage ou les soignants peuvent relayer ses souhaits. Si ces questions ne sont pas posées, le patient reçoit de manière continue les différents traitements. Cela conduit inexorablement à des situations d'obstination déraisonnable ou d'acharnement thérapeutique. Dans ces situations d'incertitude sur les orientations des traitements, le médecin, en lien avec le patient si cela est possible et après délibération avec l'équipe soignante, peut décider de ne pas introduire, de limiter ou d'arrêter certains traitements. Ces décisions sont autorisées par la loi. Le processus décisionnel est encadré par la loi sur les droits des malades et la fin de vie, d'avril 2005. Dans ces situations, l'intention du médecin n'est pas de provoquer la mort, mais plutôt d'éviter toute obstination déraisonnable. Il s'agit de ne plus s'opposer à la venue de la mort. La personne décède de mort naturelle ou par cessation des traitements qui la maintenaient artificiellement en vie. Le médecin renonce à poursuivre la prolongation artificielle qu'il avait initiée. 3. L'euthanasie. Il n'existe pas de consensus sur la définition de l'euthanasie. Le Comité consultatif national d'éthique propose de définir le terme euthanasie comme l'acte d'un tiers qui met délibérément fin à la vie d'une personne dans l'intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable. C'est par exemple l'injection intraveineuse de produits tels les curares qui entraînent une paralysie complète des muscles respiratoires. La personne décède en quelques secondes après avoir été préalablement endormie. Pour parler d'euthanasie, deux conditions sont nécessaires. D'une part, l'intention du médecin qui est d'arrêter la vie de la personne malade. D'autre part, un lien de causalité directe entre l'administration du médicament et la survenue de la mort. La personne décède de manière provoquée suite à l'injection du produit. L'euthanasie est à distinguer du suicide assisté, c'est-à-dire le fait de fournir à une personne, à sa demande, les moyens de mettre fin à ses jours par elle-même. Introduction. Et si l'Assemblée nationale envisageait une dépénalisation de l'euthanasie en France? Et si le cadre législatif qui circonscrit actuellement les pratiques médicales était remanié, en ouvrant le droit de mettre médicalement un terme à la vie d'un patient, à sa demande, par l'utilisation d'un produit prescrit et administré par un médecin? Dans le contexte sociétal et politique actuel, n'est-il pas nécessaire que les soignants réfléchissent à leurs pratiques au cas où cette mutation juridique, mais aussi sociologique, anthropologique et philosophique, se réalisait? Médecins exerçant dans des institutions publiques, que ce soit en unité de soins palliatifs ou en équipe mobile intra- et extra-hospitalière, il nous a semblé important d'amorcer cette réflexion. Soyons clairs. En initiant ce questionnement sur cette thématique médiatique, notre intention n'est pas de décrédibiliser ou de créer une brèche dans l'engagement du mouvement des soins palliatifs contre la dépénalisation de l'euthanasie. Mais l'hypothétique modification du cadre légal nous incite à revisiter honnêtement les repères qui sous-tendent notre pratique soignante. Cet approfondissement pourra nous conduire à rejeter, déplacer, confirmer ou compléter nos fondements actuels. En initiant cette aventure, nous avons préféré débuter notre réflexion au sein d'un groupe restreint de médecins. En effet, l'euthanasie est un sujet certes sociétal, mais aussi intime. En chacun de nous, il y a des expériences passées, des aspects secrets, des émotions, des convictions et des doutes. Tout n'est pas aisément clarifiable. Une confiance est nécessaire afin que chacun puisse avancer à son rythme dans la découverte de ses propres repères, parfois très intimes. L'échange avec les autres doit pouvoir se dérouler dans une certaine tranquillité,
et l'assurance du respect de chacun. De plus, si l'euthanasie concerne tous les acteurs de santé, sa mise en œuvre relève classiquement du champ médical. Si l'on se réfère aux lois belges ou hollandaises, c'est le médecin qui assume la décision de répondre ou non à la demande. C'est lui qui réalise l'injection létale. Pour ces deux raisons, nous avons opté pour réfléchir initialement cette thématique entre praticiens, habitués à élaborer ensemble en liberté et en confraternité. Dans un second temps, nous avons ouvert notre colloque en créant 2 groupes de travail associant des soignants volontaires, des psychologues et des médecins de nos différentes équipes. Un groupe réunissait plus particulièrement des soignants de l'unité de soins palliatifs, l'autre ceux des équipes mobiles. Afin de dégager des espaces de liberté, nous avons opté pour que chaque responsable hiérarchique ne participe pas aux travaux de son équipe. Nous nous sommes limités aux situations de demande d'euthanasie et n'avons pas abordé la problématique du suicide assisté. En effet, nous n'avons jamais reçu de demande de suicide médicalement assisté et cette thématique nécessite une réflexion spécifique. Lors de ce parcours, nous avons d'abord éprouvé le besoin d'aller revisiter nos repères de soignants. Que se passe-t-il lorsqu'une personne malade nous exprime sa volonté de mourir ? Sur quoi nous appuyons-nous pour entendre sa demande et cheminer avec elle ? Quels sont nos fondements implicites ou explicites ? L'exposé de ces points d'appui fera l'objet de la première partie de ce manuscrit. Au cours de la seconde partie, nous examinerons si une hypothétique dépénalisation de l'euthanasie serait compatible avec les repères précédemment énoncés. Peut-il exister une sorte de continuité entre des pratiques de soins palliatifs et des actes d'euthanasie encadrés par la loi ? Lors de la troisième partie, nous nous immergerons plus profondément dans le complexe champ de la clinique. Comment comprendre la volonté de mourir formulée par certaines personnes ? Peut-on individualiser des situations types, sans pour autant nier la singularité de chaque personne ? En réponse au souhait de mort, existe-t-il des réponses partielles ou complètes, des alternatives en dehors de l'euthanasie ? Une créativité est-elle possible ? Peut-on rechercher un compromis qui respecterait les différents acteurs ? Quel serait alors le statut éthique de cet accord ? La quatrième partie sera consacrée à une éthique de la transgression. Peut-on, dans des situations exceptionnelles, argumenter la légitimité d'un homicide que le cadre légal soit modifié ou non ? Si cela semble possible, quels pourraient être les repères cliniques et éthiques qui permettraient de baliser la délibération ? Ces jalons seraient-ils des éléments nécessaires ou suffisants pour justifier l'euthanasie ? En pratique, comment construire un processus décisionnel, certes personnel, mais aussi collectif ? La fin du livre visera à dégager des axes afin d'élaborer notre clinique au cas où l'Assemblée nationale voterait une dépénalisation de l'euthanasie. Comment continuer de contribuer à la diffusion des pratiques de soins palliatifs ? Quelle coopération établir avec les équipes soignantes si l'un de leurs patients souhaite être euthanasié ? Quels pourraient être nos objectifs et nos points de vigilance lors des rencontres avec les différents acteurs du champ sanitaire ou médico-social ? Cette réflexion fera l'objet de la 5e partie. Elle sera prolongée par une démarche similaire relative à la formation des soignants. Comment former des étudiants dans un contexte de mutation légale et sociétale ? Comment les informer de l'éventuelle modification du cadre légal, tout en maintenant une compétence en soins palliatifs et une interrogation éthique ? En exposant ainsi ce parcours et nos réflexions, nous ne prétendons à aucune exhaustivité, normativité ou hégémonie. Des positionnements différents, émanant d'autres acteurs du soin, seraient tout aussi respectables s'ils sont argumentés. Nous plaidons plutôt pour que chaque soignant se saisisse à nouveau, à titre personnel et collectif, de la problématique de l'euthanasie. Il faut oser penser la confrontation entre nos pratiques soignantes et une possible dépénalisation de l'euthanasie faite sous la responsabilité du politique. Dans cette perspective, cet écrit peut être une aide, mais elle demeurera limitée. En effet, la demande d'euthanasie d'un patient convoque le clinicien dans sa singularité et son intimité. Or, nos repères psychiques et éthiques ne sont pas forcément clairs et explicites. Aucun écrit ne nous dédouanera de la nécessité d'un parcours personnel. Cette difficulté est accrue, car chaque situation est différente. Elle dépend certes du patient et de son entourage,
mais aussi de son lieu de vie, du service où il est hospitalisé, des liens établis entre les soignants, des positionnements éthiques des équipes ou des institutions. Dans ce contexte, la réflexion personnelle doit s'articuler et se prolonger avec celle des autres acteurs du soin ou du champ médico-social. Enfin, l'éventuelle dépénalisation de l'euthanasie modifiera certes les conceptions du soin, mais aussi les modalités du vivre ensemble. Si l'interdit de l'homicide n'est plus un repère collectif, chaque citoyen, chaque soignant, chaque équipe devra se constituer ses propres balises afin de déterminer ce qui fait sens ou non-sens pour lui, ses proches, mais aussi l'ensemble de la société. Chapitre 1. Quels sont nos REPERES de soignants lorsqu'un patient formule une demande d'euthanasie? Les fonctions de l'interdit. Un certain nombre de demandes d'euthanasie surviennent dans des situations cliniques particulièrement complexes, notamment sur le plan relationnel. Parfois, des difficultés psychiques, individuelles, duelles ou collectives, contribuent à la genèse de cette demande. Ainsi, une personne infectée par le VIH formulait son souhait de mourir alors qu'elle prenait brutalement conscience de l'épuisement de son compagnon. Il n'en peut plus. Il a craqué devant moi. Je ne m'en rendais pas compte. Je ne veux pas lui imposer cela. Ce que je veux, c'est mourir, ne serait-ce que pour lui épargner cela. Dans d'autres situations, c'est la formulation de la volonté d'être euthanasié qui vient mettre à mal les divers protagonistes, qu'ils soient patients, membres de son entourage ou soignants. Par exemple, une conjointe exprimait en aparté son désarroi en entendant son époux réclamer la mort. Pour moi, c'est insupportable. Après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est comme s'il me poignardait dans le dos. Non, il faut continuer se battre, faire quelque chose, mais pas ça. Ce tumulte relationnel comprend des éléments conscients, préconscients ou inconscients. Souvent, c'est l'émotion qui domine sur un registre de désespérance, d'angoisse, de peur, de colère ou autre. Mais en écho à ces affects, nous découvrons parfois une trame souterraine dont nous percevons l'intensité, mais dont nous ignorions le contenu ou la signification. Ainsi, un patient d'origine rurale formulait avec véhémence son souhait de mourir. Au cours des entretiens, il se mit à relater son histoire. Sa vie était marquée par la découverte tardive de son homosexualité, sa difficulté à en parler dans un milieu plutôt conservateur, son apaisement progressif, brutalement interrompu par la découverte d'un sida. Il était à la fois révolté et isolé. Il n'avait jamais pu évoquer son orientation sexuelle à ses proches. Tout ça pour ça, mieux vaut en finir, et de toute façon, où voulez-vous que j'aille? Ce tissage entre souffrance, émotion, volonté, relation et signification se dévoile partiellement, au fil du temps, en accompagnant les patients et leurs proches. Dans ce chaos psychique plus ou moins contrôlé, l'interdit de l'homicide est une aide. L'interdit dégage un espace entre les protagonistes. L'interdit n'est pas à comprendre dans une perspective verticale, comme une injonction légale, venant d'en haut, imposant un commandement auquel chacun devrait se plier sans en comprendre la pertinence. Il assure plutôt une fonction horizontale. Il permet de dégager un espace, réel et symbolique, entre les protagonistes alors que leur dynamique psychique favoriserait l'entremêlement, la confusion, l'indifférenciation des identités. Comme l'évoque sa sonorité, c'est un interdit, un espace entre les dits. L'interdit introduit un éclairage, à l'image d'une lueur qui viendrait illuminer sous d'autres faisceaux des silhouettes qui semblaient intriquées. Cette autre lumière déplace la configuration des individus, les renvoyant à leur propre singularité psychique et éthique. Elle crée une distance, induit une séparation, là où l'émotion ou la sidération faisait se confondre désir, volonté et souffrance. L'interdit invite à un temps d'arrêt. L'absence de solution évidente introduit une suspension qui vient rompre la dialectique complexe entre la demande et la réponse. L'interdit comme opposition à des formes de violence. L'interdit est aussi une résistance. Il s'oppose à une certaine forme de violence. Ce peut être le sacrifice volontaire du patient qui souhaite sa disparition par option personnelle, ou pour préserver le groupe. Mais c'est parfois le groupe qui induit le sacrifice d'un de ses membres dans une fonction de bouc émissaire. Ainsi, un homme, autrefois violent, exprimait un désir de mourir dans un contexte où son épouse et ses enfants refusaient ostensiblement de le reprendre à son domicile.
Le fils aîné déclarait « Nous, on protège notre mère. Après tout ce qu'elle a vécu. » L'interdit ne supprime pas la violence. Potentiellement, il la déplace, la contestant dans sa seule prétention à vouloir régler la difficulté. Parfois, il permettra de la tempérer en introduisant notamment la pondération du temps. À d'autres moments, il la canalisera. Il la mettra en forme et diminuera alors son intensité. Ainsi, certains arrêts de traitement de suppléance vitale seront parfois une modalité de reconfigurer la violence individuelle ou groupale dans un registre temporel et légal. L'interdit comme ouverture à la liberté, à la singularité, à l'altérité. L'interdit ouvre à la liberté des acteurs et à la reconnaissance de leur altérité. En effet, l'euthanasie, qui est d'abord une demande faite à l'autre, peut engendrer une relation où l'un devient une fonction instrumentale, un bras armé, voire un objet sous l'emprise d'un autre. Nous pouvons citer comme exemple le soignant, le médecin traitant ou autre, mais aussi le proche, qui pris dans une promesse, ne se vit plus que comme l'exécutant d'un contrat passé qu'il lui faut honorer. Il m'a fait promettre que je l'aiderais, quand ça s'aggraverait. Cette aliénation partielle est délétère. L'interdit permet ce désenclavement, où l'un est otage de l'autre sans que n'advienne sa responsabilité. L'interdit est un pas vers une altérité reconnue et posée. En créant de l'espace entre les protagonistes, en suscitant la liberté des acteurs, il ouvre vers une possible reconnaissance de la singularité de chacun, de l'équivalence morale des acteurs, de l'estime apportée à autrui, mais aussi à soi-même. Cette attention à la liberté de chaque acteur apparaît essentielle dans la mesure où de multiples dépendances sont en jeu. Certes, la personne malade est dans une situation de dépendance physique envers les soignants au sein d'une relation marquée par l'asymétrie. Mais le soignant est placé dans une position de service envers la personne malade. Il engage son corps, son temps, ses compétences pour construire avec le patient ce qui semble souhaitable. Du service à l'asservissement, la frontière est parfois mince surtout quand se nouent des relations de grande proximité, inscrites dans une longue temporalité. L'interdit suscite la créativité. La confrontation à l'interdit est aussi une porte ouverte à la créativité. Elle peut permettre de sortir du binaire, souffrir ou être tué, mourir étouffé ou être euthanasié, subir un acharnement thérapeutique ou bénéficier d'une injection létale, se retrouver seul chez soi ou demander une aide active à mourir au sein d'un hôpital. Puisque la limite est signifiée, puisque la solution envisagée n'est pas possible, chaque acteur recherche une autre issue, un déplacement de ses représentations ou points d'appui, un éventuel compromis. Parfois, il s'agit simplement de se mettre d'accord avec son médecin référent sur l'arrêt de certaines investigations ou traitements tout en étant assuré d'un suivi et d'une réhospitalisation, si nécessité venait. Ce peut être aussi de proposer une hospitalisation de répit dans une USP, voire un placement dans une structure adaptée, si le proche est épuisé ou si le maintien à domicile apparaît difficile. Dans d'autres cas, évoquer la mort, parler de la séparation qui semble inacceptable, du deuil qu'on ne peut ou veut faire conduit au pas de côté qui ouvre des possibles. Et si, être créatif, c'était aussi rechercher, douter, tâtonner, mais assumer ensemble cette errance face à l'impossibilité d'une réponse complète au souffrir et au mourir. Fonction soignante, vie et euthanasie. Quelle que soit la dénomination choisie, arrêt de vie, assistance médicalisée à la mort, aide à mourir, l'euthanasie est un acte prodigué par un soignant pour stopper définitivement le processus naturel du vivant. Le rapport à la vie devient celui d'y mettre fin. Cet acte entre en tension avec ce qui fonde communément l'identité du soignant. Le soignant, polarisé éthiquement vers le soutien du processus du vivant. La polarité du soignant est d'être classiquement orienté du côté de la poursuite de la vie. Dans une approche curative, sa mission est de soutenir le processus du vivant dans sa tentative de lutte contre des forces jugées hostiles à l'organisme. Dans une approche rééducative, elle est de promouvoir les capacités de récupération ou d'adaptation à un handicap. Lorsque les fonctions vitales ne sont plus assurées, elle est de pallier cette carence par l'utilisation de techniques de suppléance vitale afin de maintenir la possibilité de la vie. L'approche palliative s'inscrit dans ce positionnement. La reconnaissance de la finitude ne signifie pas pour autant que le soignant soit du côté de la mort.
Les acteurs de soins palliatifs ne cherchent pas à organiser un mourir ou à programmer la mort. Ils tentent d'accompagner au mieux une personne, participant avec elle et son entourage, à la co-construction d'un présent et d'un avenir. Cette visée ne les place pas du côté de la mort, mais plutôt du vivre avec, sur des sentiers où s'entrelacent forces de vie et de mort, lutte et lâcher, construction et destruction, sens et chaos. De même, la délibération sur la proportionnalité des traitements ne positionne pas pour autant le soignant dans le champ de l'arrêt du processus du vivant. La reconnaissance de la limite, la détermination de ce qui semble juste d'initier, de limiter ou d'arrêter n'est pas la valorisation de la mort. Le questionnement éthique prend simplement acte que la vie est une des valeurs à prendre en compte, mais qu'elle n'est pas absolue. D'autres éléments entrent en jeu tels que les avantages, inconvénients, risques des diverses techniques médicales possibles, le confort du patient, sa qualité de vie, sa volonté, le sens qu'il donne ou non à son existence. Cette attention à la personne humaine, appréhendée dans sa globalité, contrecarre l'hégémonie de la valeur quantité de vie. Mais pour autant, elle ne renie pas l'importance d'un concept aussi énigmatique soit-il que celui de la vie. Quel que soit son lieu d'exercice, le soignant est donc, dans les faits et sur le plan conceptuel, polarisé éthiquement vers le soutien du processus du vivant. Cela est en pleine conformité avec le mandat que la société lui a confié. Ainsi, dans les situations où un patient refuse un traitement et met ainsi sa vie en danger, le législateur impose au médecin la nécessité de tout mettre en œuvre pour le convaincre d'accepter le traitement. Ce n'est qu'une fois cette démarche accomplie que le praticien peut consentir au choix du patient. La loi exige donc clairement du médecin une fonction de soutien du processus du vivant. Cette polarité est profondément ancrée chez certains soignants. Lors d'une réunion d'équipe, une infirmière et une aide-soignante déclaraient « Comment voulez-vous que l'on envisage une euthanasie alors que l'on prend soin tous les matins dans les moindres détails du corps du malade, de ses orteils à la pointe de ses cheveux ? Pour nous, c'est impossible. » L'IVG et l'IMG, des situations cliniques et éthiques différentes de celles de l'euthanasie. Certes, dans le champ de la contraception et de la médecine prénatale, cette orientation n'est pas toujours respectée. L'interruption volontaire de grossesse, IVG, et l'interruption médicalisée de la grossesse, IMG, positionnent le soignant du côté de l'arrêt de la vie et non pas d'un soutien au processus du vivant. Cependant, des distinctions s'imposent. Il n'existe pas de consensus social sur le statut de l'embryon ou du fœtus. Ces entités ne sont pas collectivement rattachées à celui de personne, mais pour certains, à celui de substrat biologique ou de personne potentielle. Ces écarts autorisent dans le champ légal la possibilité d'arrêter la vie, assimilée alors à un fait biologique, et non pas identifiée encore à une personne humaine. En ce qui concerne l'euthanasie, une telle disjonction n'est pas possible. La demande d'euthanasie émane toujours d'une personne. Ainsi, contrairement à l'IVG, l'euthanasie d'un patient ne peut être assimilée au simple arrêt d'un processus biologique ou d'une croissance d'une personne potentielle. Elle est l'acte intentionnel de mettre fin à la vie d'une personne. D'autres éléments permettent de distinguer la question de l'euthanasie de celle de l'IVG ou de l'IMG. Ils sont relatifs notamment à l'origine de la demande ou au destinataire de l'arrêt de vie, qu'elle soit biologique ou humaine. De plus, un des objectifs de la loi sur l'IVG était de préserver les femmes qui avaient avorté de lésions infectieuses, de stérilité, voire de la mort. Dans ces conditions, l'assimilation des deux thématiques relève plutôt du discours militant que d'une analyse rigoureuse des situations. Le soignant éprouve le respect du processus de la vie et connaît le caractère définitif de la mort. Plus prosaïquement, le soignant a une expérience particulière du processus du vivant. Il le côtoie quotidiennement dans sa chair, ses sens, ses émotions, ses actions. Chaque soignant vivra cette expérience de manière singulière. En ce qui nous concerne, nous ne savons pas définir la vie, mais nous l'avons éprouvée. Nous en avons une certaine expérience, et ce côtoiement nous a conduits à la respecter. Cette attitude n'émane pas d'une autorité, d'une injonction ou d'une doctrine qui nous imposerait notre comportement. Elle est le fruit d'une expérience. Elle nous conduit à être respectueux devant le phénomène de la vie. Tout au long de notre formation, nous avons rencontré diverses formes du vivant humain.
Nous connaissons sa force, sa résistance, son adaptabilité, son dynamisme, sa faiblesse, ses tumultes, ses limites. Elle nous apparaît à chaque fois unique, singulière, propre à chaque individu. Certes, nous avons un certain savoir et des potentialités d'action sur les fonctionnements qui la sous-tendent. Mais nous mesurons aussi notre ignorance. La vie nous surprend. Elle nous échappe sans cesse. Elle est une entité indéterminée, que nous avons appris à respecter. Elle est une force que nous accompagnons, mais ne maîtrisons ni par notre savoir, ni par notre pouvoir. Nous avons pris soin de la vie, et elle nous a appris qu'il fallait prendre soin d'elle. Dans cette attention, elle nous est apparue digne d'être estimée quelle que soit sa forme. Pas plus que nous ne définissons la vie, nous ne pouvons définir ce qu'est la mort. Nous ne connaissons que ses conséquences, notamment le corps mort. Comme d'autres, mais probablement plus fréquemment que d'autres, nous avons éprouvé le bouleversement des repères, la rupture, la faim, l'étrangeté du vide dans la chambre quand ne demeure que le cadavre, l'absence et parfois la tristesse, le manque, le souvenir. Nous savons que la mort engendre de l'irrémédiable, de l'irremplaçable. Comme l'énonce le proverbe yiddish, ce qui est a été et ne sera plus. Ce qui a disparu, a définitivement disparu. Cette expérience ne nous donne pas pour autant une légitimité, une quelconque parole d'autorité. Notre vécu de soignant n'est pas une démarche initiatique qui nous garantirait une position dominante, comme un savoir issu d'une expertise. Non, nous ne revendiquons pas cette posture morale. Nous attestons simplement que notre parcours de soignant nous a conduits à un respect devant la vie. Cette attitude respectueuse n'est pas pour autant une sacralisation de la vie, au sens d'une valeur qui prévaudrait ou surplomberait toutes les autres. Comme nous l'avons précédemment exposé, nous prenons régulièrement des décisions d'arrêt de perfusion, de nutrition artificielle ou d'autres techniques de suppléance. La vie n'est donc pas une instance qu'il s'agirait de soutenir artificiellement jusqu'à son terme. Elle est une instance que nous respectons aussi bien dans sa force que dans sa faiblesse ou ses limites. L'humain souffrant, autonomie et altérité. Des conceptions divergentes de l'humain. La formulation par un patient d'une demande d'euthanasie vient aussi nous interroger sur les conceptions que nous nous faisons de l'humain. Les promoteurs d'une modification du cadre légal s'appuient sur une conception de l'humain valorisant une autonomie dans un registre de maîtrise de l'ensemble de son existence. Cela va à l'encontre d'une anthropologie attentive à articuler désir d'être, autodétermination, relation, souffrance et dépendance. Philosophiquement, nous ne sommes pas opposés à une conception de l'humain dans laquelle l'autodétermination aurait une place importante. Mais dans notre expérience de clinicien, la promotion de la responsabilité de la personne malade dans la conduite de son existence est d'autant plus pertinente qu'elle s'inscrit au sein de rencontres interhumaines attentives à la complexité de ce que vit l'autre dans ses dimensions corporelles, psychiques, éthiques, philosophiques ou spirituelles. Ainsi, Monsieur A, âgé d'une quarantaine d'années, énonçait lors des premiers jours d'hospitalisation dans une unité de soins palliatifs : « Je voudrais mourir. Je voudrais que vous m'aidiez. Pour moi, docteur, la vie n'a plus aucun sens, ce que je voudrais, c'est que vous m'aidiez à mourir. Je ne suis plus qu'une bouche et des yeux. Je suis un vrai légume. Je suis un mort vivant. Je rêve une partie de la journée, mais quand je reviens sur Terre, c'est très dur. L'attente, c'est très long. Être dépendant, c'est dur. On ne peut pas toujours solliciter les gens autour de soi. La mort ne me fait pas peur, les vivants après refont leur vie. Je suis mal dans ma peau. » Ce souhait de mourir apparaissait clair, argumenté, persistant. Quelques jours après, cette volonté apparaissait plus complexe, ambivalente. Je voudrais une cure de sommeil. Mais en même temps, j'aimerais partir en vacances avec mon ami. J'aimerais que vous m'aidiez à reprendre de la force. Faire un dernier voyage en Europe avec mon ami. Progressivement, des conflits familiaux se révélèrent avec notamment des tensions entre l'ami et la mère du patient. Finalement, Monsieur A partit 4 jours dans le sud de la France avec son ami, puis il revint à l'USP. De retour, il déclarait « Pas de problème particulier. J'accepte mieux mon handicap. On est en marche. Non, pas de projet. » Monsieur A retourna à son domicile. Au bout de quelques semaines, son ami le quitta. Il fut alors pris en charge par sa mère.
À nouveau réhospitalisé avec un état général très dégradé, il ne formulait plus de désir de mourir. Je voudrais faire un bréac. C'est dur d'être dépendant de sa mère. Je n'ai plus d'envie suicidaire. J'en ai marre, c'est long. J'ai l'impression d'être un petit poids qu'on ne cesse de repousser chaque jour. Alors que le médecin l'interrogeait sur l'orientation des traitements, il énonça : oui, continuez la perfusion. Il décéda 15 jours plus tard en présence de sa mère. À travers ce récit, nous percevons bien la difficulté à apprécier ce qu'est la volonté d'une personne malade. Le souhait de mourir de Monsieur A apparaît initialement très clair. Mais au fil du temps, il semble s'estomper. Paradoxalement, alors qu'une lassitude s'exprime à nouveau lors de la dernière hospitalisation, Monsieur A n'adhère pas à un possible arrêt de la perfusion qui, potentiellement, prolonge son existence. Dans ce contexte, il nous semble que les tenants de l'euthanasie valorisent à l'excès le modèle d'une anthropologie, où l'humanité serait caractérisée par la possibilité d'exercer une volonté sur une vie et un corps, conçus comme donnés à gérer ou à dominer. L'expérience que vivent les personnes malades est autre. Le lien à leur corps, à leurs souhaits, à leurs identités est beaucoup plus complexe. L'humanité que nous côtoyons nous semble beaucoup plus mouvante, oscillant entre unité et chaos, cohérence et paradoxe. Elle est surtout animée par une dynamique, un désir d'être et un besoin de reconnaissance et de relation. Souffrance, existence et altérité. Dans le complexe rapport à soi-même, il nous semble souhaitable de réfléchir sur la place de la souffrance. Elle nous confronte à la rupture, à la désunion et à l'étrangeté en nous-mêmes. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous vivons implicitement comme s'il y avait en nous quelque chose de solide, de durable, d'unifié. Les difficultés quotidiennes que nous rencontrons n'ébranlent pas radicalement la perception et la représentation que nous avons de nous-mêmes. Mais lorsque nous sommes atteints d'une maladie létale évolutive, nous perdons peu à peu tout ce qui nous constitue. Notre autonomie physique décroît chaque jour, notre place dans la famille ou dans la société, nos repères philosophiques, existentiels ou spirituels. Les pertes successives des différents segments de notre identité évoluent sans cesse. Chaque jour, nous nous révélons autres. Nous sommes déstabilisés par une crise d'identité, massive et évolutive. Qui suis-je alors que tout ce que j'étais n'est plus ? Qui suis-je alors que ce que je suis ne va plus être demain ? Nous perdons l'image de nous-mêmes et dans les situations extrêmes, nous ne sommes plus reliés à aucune représentation. Morcelés, éclatés, déchirés, douloureux, nous sommes sans visage, sans peau, sans corps, sans mots. Nous ne percevons plus notre unité et notre continuité implicite. Le piège de Narcisse s'abat sur nous. Fasciné par son image, Narcisse se noie. Similairement fasciné par la disparition de nous-mêmes dans les eaux de la mort, nous sombrons dans l'anéantissement. Nous nous regardons disparaître. Dans le cas de la maladie létale, notre souffrance ne vient pas uniquement de cette disparition de notre identité, de nos potentialités d'existence et de notre image. Elle naît de cette mort que nous contemplons alors que nous ne sommes pas encore morts. En confondant le réel et l'image, l'homme souffrant se laisse engouffrer en anticipation dans la mort. Et pourtant, au cœur de la passivité, de la faillite narcissique, de l'absurdité, demeure la possible tension du désir, de l'attente et de l'aspiration. L'épreuve de la souffrance peut être une porte ouverte sur la découverte d'une altérité en nous-mêmes. À travers notre image déchirée et notre corps souffrant, nous nous révélons être autres que ce que nous imaginions être. La reconnaissance de cet autre nous-mêmes nous détache de la fascination de la mort de notre image, d'un regret du passé ou de la culpabilité de ne pouvoir plus être. À travers la souffrance peut se révéler en nous un lieu que nous percevions peu. Ce serait le lieu de la permanente émergence de notre identité de sujet, au-delà du changement des images auxquelles nous nous identifions. Ce lieu du sujet ne serait jamais malade. Il demeure malgré la mort de nos images. Il est constant malgré la déchirure du temps. La traversée de la souffrance, même si elle n'est pas toujours complète, manifeste que je n'ai pas moi. Certes, en tant que soignants, c'est avec prudence que nous évoquons cette possibilité. Nous ne sommes pas naïfs sur l'inéluctable de la souffrance du mourir, malgré les soins et l'accompagnement adaptés. De plus, si une porte est ouverte pour le patient, il n'est pas toujours facile d'y entrer ni de demeurer dans ce lieu plutonique. Mais la place du soignant n'est-elle pas de soutenir le désir,
notamment dans cette aspiration de l'humain à l'accomplissement de soi-même? De plus, nous savons par expérience combien une position de compréhension, d'attention, de sollicitude ajustée peut permettre à une personne souffrante de se désaliéner de la mort de sa propre image. Temps et existence. Dans cette optique, la dimension du temps est à souligner. Le maintien d'une indétermination des modalités du vivre et du mourir réintroduit parfois le possible, la volonté d'être, le cheminement, la reconfiguration partielle de ce qui pourrait faire encore sens. L'attention à la temporalité de la personne malade peut lui permettre d'intégrer, ne serait-ce que partiellement, la contestation de son identité qu'elle subit à travers l'épreuve de la maladie. Cette ouverture au temps est d'autant plus pertinente si le confort du patient est assuré dans son quotidien, si les relations interhumaines sont maintenues et si le futur n'est pas limité par l'angoisse de la mort ou sa programmation désirée. La focalisation en anticipation sur l'euthanasie peut obturer la possibilité d'être, et la dynamique psychique, individuelle et relationnelle. Elle ghettoise le patient dans une impasse, une solitude insensée. La parole et l'écoute. Dans cette optique de réouverture vers un futur, la parole et l'écoute peuvent être un appui. En osant une parole, l'homme ouvre une faille dans l'absurdité du monde et dans l'idée qu'il s'en fait. En reconnaissant l'impératif de la parole, l'homme souffrant reprend pied dans son histoire humaine. La parole est symbole. Elle émerge du conflit des forces de vie et de mort. Elle témoigne du réel de l'un et l'autre, mais ne se réduit à aucun d'eux. Elle est médiation. Elle nomme la mort de l'image et initie le nouvel apparaître. Elle ouvre sur un nouveau savoir de soi-même, tout en reconnaissant l'énigme de la vérité du sujet. Elle articule vérité du sujet et image de soi. Elle ne les confond pas. Elle les maintient différents. Souffrir et parler deviennent deux moments d'un acte singulier par lequel l'homme souffrant cherche à s'inscrire à nouveau dans le processus de la vie, en habitant son corps et son histoire. L'altération se transmute en altérité. L'être souffrant reprend son chemin au sein des tensions qu'il habite. Il poursuit sa quête d'unification essentielle. Dans le silence de l'écoute, l'accompagnant est le témoin de ce redéploiement de la parole. L'accompagnant. La valorisation de la parole dans la relation de soins apparaît fondamentale. Elle l'est d'autant plus que la médecine biotechnicienne et les structures hospitalières qui en découlent y accordent peu de valeur. Cependant, la parole ne doit pas être présentée comme un slogan ou comme une réponse à l'ensemble de la souffrance. Parler n'est pas toujours possible. À vrai dire, plus la maladie s'aggrave, moins cela l'est. Que ce soit pour des raisons neurologiques, coma, sclérose latérale amyotrophique, phonatoire, patient atteint de cancer de la sphère ORL, dysarthrie, technique, patient intubé en réanimation, ou autre, mélancolie, confusion, un grand nombre de patients n'ont pas la possibilité physique de parler ou de s'exprimer aisément. L'accompagnant, qu'il soit membre de l'entourage, bénévole ou soignant, a une place majeure. Par sa présence, son attitude, son regard, ses paroles, il témoigne que l'autre souffrant n'est pas réduit à l'image déchue de lui-même. L'accompagnant est le tiers. Il est l'autre de la parole. Position de respect pour ce qui a été et est peut-être encore, lorsque la vie s'en va ou que le corps semble déshabité. Position de témoin, parfois de croyance en postulant le maintien du sujet au-delà de l'horreur du visage. L'accompagnant postule que l'énigme est encore de l'humain. Par sa présence, l'accompagnant réintroduit le temps. En soutenant le désir, il incite à l'articulation entre souffrance et espérance. Il désenclave de l'instant et introduit le présent. Il autorise l'avenir. Il est l'autre du temps. Mais si le patient ne peut parler, autrui est-il réduit au silence? Peut-on parler pour l'autre? À l'évidence, non, sauf à nier sa parole. Il ne s'agit pas de parler pour l'autre, de parler à la place de l'autre. Tous les bavardages, encouragements, bonnes paroles obstruent la possible écoute et évincent la fonction d'accompagnement. Tout au plus peut-on, avec prudence et respect, échanger à propos de l'autre. Mettre des mots sur ce que nous percevons de lui. Exprimer ce qu'il suscite en nous. Modifier à plusieurs la perception et la représentation que nous avons de lui. Il est parfois surprenant de voir certains patients sortir de leur silence après que d'autres aient parlé d'eux. Cela est régulièrement observé notamment dans les unités des soins palliatifs.
Les paroles échangées par les soignants semblent avoir déplacé une des problématiques du patient. En parlant, les soignants modifient-ils leur comportement auprès du patient? Le patient le perçoit-il? Des modalités de communication plus infraconscientes ou inconscientes existent-elles? Mais au-delà de ces améliorations insolites, la seule alternative n'est-elle pas de maintenir au mieux un espace de présence, d'attention et d'écoute alors que l'humain est confronté à son énigme? Pauvreté de nos réponses face à l'ampleur de la souffrance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.